Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée aux attaquants et on va voir pourquoi ils dominent le football moderne. Alors en soi, ce n'est pas non plus un sujet si nouveau que ça. En réalité, ça a toujours été le cas. Si on se réfère au passé, les attaquants ont toujours été davantage valorisés que les milieux de terrain, les défenseurs et même les gardiens de but. Regardez par exemple au niveau du ballon d'or, la plupart des gagnants ont toujours été des attaquants. Ça, ce n'est pas nouveau. Maintenant, si on regarde par rapport à aujourd'hui, il y a quand même eu du changement. Je trouve que, par exemple, si on regarde à d'autres postes, comme notamment celui du gardien de but, il y a des joueurs comme Manuel Neuer ou Gianluigi Buffon qui ont toujours été mis énormément en avant, que ce soit de la part des médias ou même ils ont toujours eu une grosse renommée sportive. En défense, c'est la même chose. Si on regarde un peu plus récemment, Virgil van Dijk a été vu comme un grand défenseur. Sergio Ramos, j'en parle même pas. Au milieu de terrain, récemment, Toni Kroos a pris sa retraite, mais il a toujours été beaucoup mis en avant. Iniesta, ça a été le cas aussi, et j'en passe énormément. Mais dans l'idée, je donne des exemples comme ça pour vous dire qu'il y a quand même des joueurs qui ont été hyper valorisés, que ce soit par les médias ou par les observateurs. Ça a toujours été le cas. Mais aujourd'hui, quand on regarde en soi, si je vous demande de citer un défenseur qui est vu comme le meilleur au monde, le défenseur que vous prendrez dans votre équipe sans hésiter, c'est difficile à dire. Et puis même aujourd'hui, c'est rare qu'on dise qu'un défenseur a fait gagner un match à son équipe, ou en tout cas qu'il est une pièce maîtresse. Non, aujourd'hui ce n'est plus vraiment le cas. Au milieu de terrain aussi, encore par rapport à certains gardiens de but, on peut le dire, mais même là, c'est très rare aussi. Donc par rapport à tout ça, on va essayer de comprendre pourquoi on pense toutes ces choses-là. Déjà, je vais donner un exemple concret d'aujourd'hui pour appuyer encore plus mes propos. Quand on regarde par exemple au FC Barcelone, il y a un exemple quand même qui est assez frappant. Il y a deux joueurs qui sont nés en 2007, qui ont 17 ans, qui ont des niveaux de performance quand même hyper élevés, et pourtant il y en a un qui est beaucoup plus cité que l'autre. Je parle ici donc de la comparaison entre Lamine Yamal et Pau Cubarsí. L'idée n'est pas de dire qu'ils méritent la même renommée, très loin de là. Parce qu'en soi, quand on regarde, il y a quand même une différence entre la carrière des deux joueurs. C'est que Lamine Yamal a joué l'Euro contrairement à Pau Cubarsí. Et d'ailleurs, il a fait une compétition assez mémorable. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en soi, Pau Cubarsí, depuis le début de sa carrière, il a un niveau de performance hyper élevé. Depuis le premier jour où il a rejoint l'équipe première, il a toujours été très bon. Il a été hyper régulier. Il a été décisif et très important en Ligue des Champions. On voit que c'est un joueur qui excelle au niveau de la relance. On voit que c'est un joueur au niveau des interventions, il est quand même très impressionnant, anticipation, etc. Et peu importe contre qui il joue, il garde toujours le même niveau. Ça, c'est très fort. Ça, c'est un joueur qui s'est imposé au Barça, qui est devenu un joueur important, qui s'est imposé avec Xavi, tout comme avec Hansi Flick, sans aucun problème. Pourtant, on en parle très peu, alors que Lamine Yamal, lui, on en entend parler tous les jours. Après, évidemment, je suis le premier à parler de Lamine Yamal, à dire que c'est un crack, que c'est le joueur le plus talentueux au monde, en tout cas, c'est mon avis. Ici, ce n'est pas pour dire que Lamine Yamal ne mérite pas tout ça, très loin de là, parce que je suis le premier à le faire, mais tout simplement de dire qu'un joueur comme Pau Cubarsí aussi mériterait beaucoup plus de lumière. Et ça, c'est valable pour d'autres joueurs. Ici, je donnais simplement un exemple entre deux joueurs du Barça, parce qu'il est assez clair, vu que c'est deux joueurs de la même génération, qui ont été formés tous deux à la Masia et qui ont grandi et évolué ensemble. Maintenant qu'on a dit ça, je trouve aussi que le football actuel met beaucoup plus en avant les attaquants. Si on regarde uniquement cette saison, il y a trois clubs qui cartonnent pour l'instant. Je parle du Bayern de Vincent Kompany, du Liverpool de Arne Slot et du Barça de Hansi Flick. S'ils ont un point commun, c'est notamment le fait qu'ils jouent tous avec quatre attaquants et qu'ils jouent un football hyper offensif et hyper vertical. Ça, ce n'est pas anodin, ça fait que c'est des équipes qui marquent beaucoup de buts en ce début de saison et qui brillent de par leur jeu offensif. Donc évidemment, les attaquants sont mis en avant et c'est eux qui se régalent là-dessus. On l'a vu encore très récemment avec l'Euro que c'est l'Espagne qui a remporté la compétition en ayant un football très porté vers l'avant aussi. Alors évidemment, ce n'est pas non plus la même chose que ce qu'il faisait auparavant avec une domination totale. C'est une équipe qui a su aussi accepter de se faire dominer pour contre-attaquer. Mais dans l'idée, ça reste quand même une équipe très offensive, très portée vers l'avant, encore une fois. Et c'est ce football-là aujourd'hui qui fonctionne. Donc, les attaquants sont plus valorisés parce que c'est eux qui sont mis en avant, c'est eux qui ont les cartes en main pour décider du sort du match. Maintenant, si on continue avec ces idées-là, on peut évidemment dire que les statistiques
sont très importantes là-dedans. Aujourd'hui, beaucoup de gens jugent la performance et le niveau de forme des joueurs vis-à-vis des statistiques de buts et de passes décisives. J'ai toujours dit que je suis totalement contre cela parce qu'elles ne sont pas toujours représentatives. Évidemment, pour un numéro 9, il faut toujours regarder ses stats parce que son rôle principal, c'est de marquer des buts. Quoique des fois, il y a quand même des numéros 9 comme par exemple Roberto Firmino qui ont toujours aidé ses coéquipiers à marquer plus de buts et qui sont plus des faux numéros 9 évidemment. Mais dans l'idée, un numéro 9 doit planter quand même un certain nombre de buts parce que c'est son rôle principal. Mais en dehors de ça, pour des ailiers, pour des milieux de terrain ou pour des latéraux, c'est pas forcément normal de se référer à cela. Et il y a plein d'exemples qui vont dans ce sens-là. Je vais en prendre quelques-uns assez rapidement. Si on regarde au Real Madrid cette saison, les deux joueurs qui ont marqué le plus de buts et qui ont les meilleurs stats sont Kylian Mbappé et Vinicius. Pourtant, selon moi, le joueur le plus important, le plus dangereux offensivement, c'est bel et bien Rodrigo. On voit bien qu'il crée quand même pas mal de différences balle au pied et généralement c'est le joueur qui est le plus en réussite. En tout cas, selon moi, donc par rapport à ça, on comprend qu'au final, est-ce que on doit valoriser les buts mis sur penalty par Mbappé et Vinicius ou plutôt les performances et les différences faites ou les penalties obtenus par Rodrigo aussi? Là est la question. Maintenant, si on regarde encore un peu plus loin, on peut regarder une équipe comme Manchester City qui est vue comme une référence, qui a un football offensif hyper impressionnant. Et si on se réfère uniquement aux stats, on peut dire que le joueur le plus important, c'est Erling Haaland, Kevin De Bruyne, et c'est le cas. En soi, évidemment, c'est des joueurs de classe mondiale qui sont hyper forts. Maintenant, un joueur comme Rodri est un peu moins mis en avant, mais sans lui, tout va changer. C'est un joueur quand même qui régule le milieu de terrain, qui organise le jeu. À la perte du ballon, il récupère assez vite la balle justement et permet à City d'étouffer l'adversaire en restant très haut sur le terrain. Donc ça facilite aussi la vie aux attaquants qui ne doivent pas non plus faire trop de replis défensifs, mais se concentrer sur le jeu avec ballon. Et donc un gars comme ça te facilite la vie et t'apporte beaucoup plus de situations pour pouvoir marquer des buts. Et pourtant, il n'a pas beaucoup de statistiques, quoique il arrive quand même à marquer des buts importants de temps en temps, mais globalement, ce n'est pas comparable à un Erling Haaland ou à un Kevin De Bruyne. Justement, là où je voudrais en arriver et ce pourquoi j'ai fait cette vidéo-là, c'est pour tout simplement faire passer un message, en tout cas donner ma façon de voir les choses à ce niveau-là. Je trouve qu'aujourd'hui, on se base beaucoup trop sur la finalité des actions. On valorise uniquement les joueurs qui terminent l'action alors qu'il y a beaucoup de choses à observer. Je vais donner un exemple, on peut parler de Tottenham avec Ange Postecoglou. C'est une équipe qui travaille énormément sur les sorties de balles, ça on le sait, et ce qui me frappe à chaque fois que je regarde les matchs, c'est que lors des sorties de balles, ils arrivent souvent à aspirer l'équipe adverse et à créer des espaces. Ça fait que la plupart du temps, ils ont des attaques où ils sont en supériorité numérique par rapport à leur adversaire. Et ça, c'est à mettre au crédit de Ange Postecoglou. Alors évidemment, il faut que les joueurs arrivent à l'interpréter et c'est ce qu'ils font. Il y a beaucoup de qualité dans l'effectif des Spurs, mais il faut quand même que le coach mette un plan en place. On voit qu'il est efficace et qu'il fonctionne match après match. Donc ça, il faut aussi le mettre en avant et on peut dire qu'il fait partie des succès de Tottenham. Ils n'ont pas non plus remporté de titre ou quoi, mais en tout cas, si on devrait valoriser une personne, ce serait aussi le coach parce qu'il fait un travail phénoménal et parce qu'il arrive à tirer le meilleur de ses joueurs. C'est donc pour ça aussi qu'ils arrivent à faire des stats. Si on regarde un cas totalement différent, c'est celui du Real Madrid. En soi, on valorise encore une fois Mbappé, Vinicius, Bellingham, etc. Mais on pourrait regarder le match entre le Real Madrid et Stuttgart en ce début de saison en Ligue des Champions. Il y a une chose qui m'a frappé à l'œil, c'est Thibaut Courtois. Thibaut Courtois qui a sorti un match énorme et quand on regarde Stuttgart a dominé une bonne partie de la rencontre, ont su se créer des occasions très très dangereuses et ont buté sur Thibaut Courtois parce qu'il a fait un très gros match. Il a stoppé quand même des frappes très très dangereuse. Et quand on regarde en soi, le temps faible du Real Madrid a été assez long. Si jamais ils avaient encaissé le premier but, voire un second but dans la foulée, ce qui aurait pu être le cas vu la domination des Allemands, ça aurait été un match totalement différent. Et est-ce que les attaquants du Real Madrid auraient pu s'exprimer? Est-ce que Hendrik aurait pu entrer et mettre son but magnifique? Je ne dis pas qu'il faut dévaloriser Hendrik parce que son but a vraiment été excellent, sa prise de décision a été folle aussi, mais sans Thibaut Courtois, il n'y aurait pas eu une telle suite. Ça, il faut bien le prendre en compte. Et en soi, si on regarde, on peut valoriser le coach, on peut valoriser le gardien, on peut valoriser le défenseur, le milieu de terrain. En soi, il faut valoriser l'équipe et le système. C'est pour ça que moi, je pense toujours au collectif. Si le collectif fonctionne bien, les individualités aussi vont en ressortir.
mais une individualité seule ne pourra jamais faire des exploits. Ça, c'est évident. Alors attention, il y a quand même des joueurs des fois qui font des folies. Par exemple, la saison passée, Vinicius, selon moi, a fait beaucoup de différences individuelles. Si on regarde dans les derniers mois, Lamine Yamal avec l'Espagne ou avec le Barça fait beaucoup de différences individuelles aussi. Et il y a plein de joueurs dans ce cas-là. Enfin bon, pas non plus énormément, mais il y a quand même des joueurs dans les dernières années qui ont fait ces choses-là. Et par rapport à ça, il faut le valoriser. Mais s'ils arrivent à le faire autant et à gagner des titres, c'est parce que derrière aussi ça suit et ça propose de très bonnes choses dans les rôles respectifs. Donc, il faut bien le prendre en compte. Et ce que j'aimerais dire pour terminer, c'est qu'il faut toujours essayer d'avoir une vision globale des choses. Essayer de bien comprendre comment l'équipe fonctionne, le système du coach et comment les joueurs l'interprètent à chacun, donc au niveau de leur échelle, s'ils arrivent à le faire bien. Parce que si un rôle est mal respecté, est mal joué, toute l'équipe va payer le prix et ça peut faire que les performances vont diminuer de tous les côtés. Et ça, c'est important de le prendre en compte aussi. Donc voilà, je laisse là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.